Je remercie les organisatrices de m'avoir conviée à cette journée qui, évidemment, rencontre mes intérêts et mes sujets de recherche. Donc, nous allons commencer la première session sur les marchands florentins à la fin du Moyen Âge. Et nous allons avoir donc deux intervenants dans cette première session, deux datiniens ou datinistes, je ne sais pas comment on dit. Et tout d'abord, Ingrid Houssey-Mikienzi, donc qui va nous faire sa communication euh, en visio. Ingrid Houssey est chargée de recherche au CNRS, au laboratoire Orient et Méditerranée à Paris. Elle est spécialiste des marchands florentins au Moyen Âge. Elle a travaillé notamment dans les archives d'Attigny, donc conservées à Prato. Et elle travaille donc, dans le cadre de ce domaine, sur deux axes. D'une part, tout ce qui concerne le textile, le commerce du textile, les échanges sur ce sujet. Et d'un autre côté, le Sahara, les relations entre le Sahara et l'Europe, la Méditerranée et l'Europe au Moyen Âge. Et justement, à propos du Sahara, elle a publié un livre l'an dernier, donc en collaboration avec François-Xavier Fauvel et Benoît Grévin, qui s'appelle Malfante l'Africain, relire la lettre du Touat, donc qui est justement un document qui parle de cet environnement et des relations entre l'Europe et l'Afrique. Et donc aujourd'hui, elle va nous parler de voyages marchands et enjeux politiques, le cas des hommes d'affaires florentins de la fin du Moyen Âge. Merci Ingrid. Merci Christine. Je tiens à remercier les organisatrices pour leur invitation. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous rencontrer directement et de participer uniquement à distance. Donc, je vais vous parler des voyages marchands et des enjeux politiques, le cas des hommes d'affaires florentins de la fin du Moyen Âge. À la fin du Moyen Âge, la plupart des grands marchands ne suivaient plus leurs produits. La structure de leurs entreprises et le développement des techniques commerciales et bancaires leur permettaient, par le biais de sociétés à succursales, de conduire leurs affaires à partir de leurs principales filiales. Le marchand s'est sédentarisé, mais il faut nuancer cette idée et ne pas se l'imaginer présent de manière continue derrière son comptoir. Les marchands formaient toujours une population en mouvement. Donc, dans cette communication, je focaliserai mon propos sur les derniers siècles du Moyen Âge, sur les milieux marchands italiens et notamment florentins, qui ont laissé une très abondante documentation composée de correspondances, de récits de voyage, de manuels de marchands, de chroniques et de livres de comptes. J'examinerai les aspects politiques liés à leur déplacement, que ce soit au moment du départ, lors de la réalisation du voyage ou à son terme. Alors, je pense mettre, pardon. Donc, au-delà de l'exploration de nouveaux marchés et de la recherche de meilleurs profits, les voyages marchands pouvaient avoir des origines politiques liées à la fuite ou à l'exil. Excusez-moi, je sors un instant du PowerPoint parce que... Oui, voilà. Excusez-moi, voilà. Donc, c'est un premier point, partir pour raisons politiques. On trouve un cas, par exemple, d'un marchand génois qui a quitté sa cité pour fuir ses créanciers. Mi-15e siècle, Antoniotto Usodimare est en effet parti de sa cité natale de Gênes pour fuir ses créanciers qui lui couraient après pour régler ses dettes. On le retrouve ainsi à la solde du prince portugais Henri le Navigateur, explorant avec deux caravelles les côtes occidentales du continent africain. En chemin, il rencontre Alvis et Cadamosto, un capitaine vénitien également au service de la couronne portugaise. Ils ont uni leurs forces et trouvé ensemble l'embouchure du fleuve Gambie en juin 1455. Confrontés à l'hostilité de la population locale, les navires ont fait demi-tour et sont retournés au Portugal, où Osodimare a rédigé une lettre à ses créanciers leur promettant de gagner assez d'argent pour les rembourser rapidement lors de sa prochaine expédition. Mais c'est à Florence, bien plus qu'ailleurs, que l'on retrouve une catégorie particulière de voyage qui ne vient pas directement à l'esprit lorsque l'on pense au voyage marchand. C'est un contexte qui est lié véritablement à la situation politique de l'État florentin.
car à Florence, politique et économie étaient très étroitement liées. Et il s'agit des voyages forcés et de l'exil politique. À Florence, toutes les grandes familles qui s'alternaient dans les conseils de la ville étaient impliquées à la fois dans l'industrie, dans la banque et dans le commerce. La bourgeoisie d'affaires détenait le pouvoir depuis la fin du XIIIe siècle et sur elle reposait la prospérité de la cité. L'essor économique de Florence s'est accompagné d'une très forte expansion territoriale, notamment dans les 2 derniers tiers du XIVe siècle. En 1420, l'État florentin a ainsi triplé sa superficie et les nouvelles conquêtes représentaient plus de 60% de son territoire. La carte que vous voyez ici illustre les étapes de cette expansion jusqu'à la mort de Laurent de Médicis. Donc une expansion très forte qui confrontait Florence aux États qui l'entouraient, mais également aux autres grandes puissances de la péninsule. Donc là, je m'étais trompée, je vous remets le plan. Euh, Même si Florence vivait sous les menaces de l'expansion milanaise, l'insécurité majeure provenait de l'intérieur même de la cité à travers la rivalité des familles et des clans. Les casettori à Florence, qui sont ces maisons d'habitation, disposaient d'une porte d'entrée étroite, que vous voyez sur la photo, au niveau du premier étage. Pour accéder à cette porte d'entrée, on montait des escaliers en bois que l'on pouvait remonter la nuit ou même auxquels on pouvait donner feu pour mettre rapidement sa famille en sécurité, ce qui reflète ce climat de tension constante à l'intérieur des murailles. À Florence, un régime oligarchique s'est établi à la fin du XIVe siècle, dans lequel une étroite fraction de la bourgeoisie d'affaires gouvernait Florence de façon exclusive, en évitant de partager le pouvoir avec le peuple ou de l'abandonner à une personnalité dominante. La ville était devenue ainsi une véritable cité guerrière en lutte continuelle. L'accord était impossible. Seule la victoire d'un des clans assurait en fait une trêve. En 1382, par exemple, la faction des Albizzi l'emporta. Leurs adversaires durent subir la nouvelle procédure de l'ammonizione, qui permettait de priver un citoyen jugé déloyal de ses droits politiques. De nombreuses familles marchandes furent par ce biais contraintes à l'exil et donc au voyage. Ainsi, en janvier 1401, tous les hommes de la famille Alberti âgés de plus de 16 ans sont exilés de la ville de Florence pour conspiration contre l'État et ne sont pas autorisés à revenir avant 1428, soit 27 ans plus tard. Leurs possessions florentines sont alors séquestrées et de nombreux membres de la famille se sont réfugiés dans les villes où les Alberti avaient des établissements commerciaux, à Padoue, Venise, Rome, Montpellier, Londres, Paris et Bruges. Le fuoriuscitismo est le nom de ce vaste phénomène d'émigration politique de citoyens que l'oligarchie cherchait à exclure de la vie de la cité, et il a concerné de très nombreuses familles florentines. Les Médicis, comme les Strozzi, sont également touchés par ces mesures punitives, déchargés de leurs offices et expulsés de la cité. Donc il s'agissait d'événements constants qui se répétaient au fur et à mesure de l'arrivée d'une faction au pouvoir. Donc ici, ce sont des mesures politiques qui étaient à l'origine des voyages marchands et qui mettaient sur la route non pas des individus, mais des familles entières. Contrairement à la pensée commune, ces exils étaient loin d'anéantir les familles qui étaient touchées. La plupart continuaient à prospérer car l'exil ne rompait pas les profitables relations qu'ils avaient établies avec d'autres grandes familles marchandes ou avec la papauté et réactivait même leur réseau d'affaires. Quand il voyageait, le marchand emportait avec lui son statut de citoyen de sa cité. Car dans les échanges commerciaux de la fin du Moyen Âge, l'appartenance communautaire était le cadre nécessaire à toute activité économique en terre éloignée. Donc quel était le statut juridique des marchands? Commercer n'était en effet réellement possible que sous la bannière d'une nation, par le biais d'ambassades, de négociations et de réglementations réciproquement acceptées. En terre d'islam, ce sont les traités de paix et de commerce qui donnaient un cadre légal aux activités et permettaient l'existence de relations qui restaient fragiles en raison de la longue distance entre les signataires, des agressions mutuelles par le biais d'expéditions guerrières ou de la piraterie, ou encore du non-respect des usages locaux. Les traités garantissaient aux marchands qu'ils couvraient des avantages indéniables concernant la sécurité et la protection des biens et des personnes, les franchises, les exemptions et les conditions de séjour.
La nation organisée possédait en effet un rôle informel d'intermédiaire basé sur le pouvoir de négociation. Les nations marchandes, qui à l'origine ont été calquées sur les nations universitaires, ont eu un rôle politique. Au-delà de la sauvegarde de privilèges, de concessions et de la poursuite d'objectifs communs, elles cherchaient à développer des relations économiques, politiques et diplomatiques avec les pays d'accueil. Néanmoins, dans certains environnements, ne pas avoir de structure communautaire organisée pouvait générer de sérieuses difficultés. Ce fut le cas, par exemple, à Alexandrie en 1397. Une expédition florentine, commanditée par plusieurs entreprises en quête d'épices de première main, se rendit à Alexandrie. Les Florentins étaient encore peu nombreux en territoire mamelouk et l'État florentin n'avait pas encore établi de traité de paix et de commerce favorable avec les autorités. Alors, cette situation leur a causé de nombreux ennuis suite au comportement de Génois et de Vénitiens qui les ont dénoncés aux autorités en tant que corsaires aux autorités douanières d'Alexandrie. Mais la nation marchande était loin d'être une structure figée. Les marchands florentins profitaient des pavillons et des avantages commerciaux d'autres nations marchandes, car certaines clauses des traités négociés, par exemple, entre Tunis et Pise ou ici entre Tunis et Gênes, leur permettaient de revendiquer des droits similaires aux Pisans et aux Génois s'ils se rendaient à Tunis par leur intermédiaire. C'est ici l'exemple d'un traité de 1250 entre Gênes et Tunis qui dit que si une personne qui n'est pas un Génois se trouve dans un navire génois et si cette personne est en paix avec les Moadis, donc les Almohades, elle pourra jouir du même droit que les Génois, mais si elle n'était pas en paix avec les Almohades, elle sera inquiétée dans sa personne et ses biens, selon la volonté des Almohades. Dans un cadre plus officieux, cette absence de statut et de représentation diplomatique permettait aussi aux marchands florentins de jouer des nationalités en fonction des opportunités à saisir, car la nationalité possédait des limites floues et par conséquent faciles à outrepasser. Donc on pouvait se déclarer pisan d'un côté pour bénéficier de droits de douane plus intéressants, génois d'un autre et fluctuer ainsi en fonction des différents avantages. Donc les marchands florentins déployaient en ce sens un large éventail de manœuvres pour parvenir à leur fin. Néanmoins, il existait une panoplie de documents officiels pour circuler, notamment dans l'espace méditerranéen, jonché de barrières douanières. Les XIVe et XVe siècles ont vu l'essor de cette documentation nécessaire à la circulation et à la protection des biens et des personnes. Les voyageurs transportaient avec eux une grande variété de permis, de laissez-passer, de certificats, de licences, autant de privilèges coûteux octroyés par les autorités. Le paiement de 300 florins d'or au trésor royal, c'est-à-dire une somme considérable, fut par exemple nécessaire à Giovanni Scortillo, un marchand d'Alexandrie de Lombardie, pour obtenir du roi Jean Ier d'Aragon un sauf-conduit d'une durée de 3 ans en avril 1395. Un peu de documents nécessaires pour le voyage sont conservés dans les archives, certainement détruits après usage ou bien réutilisés. Mais de manière non exhaustive, on peut citer dans cette liste les lettres de citoyenneté, les polices d'assurance, nées au XIIIe siècle, qui permettaient de couvrir les marchandises en cas d'incident, les sauf-conduits, permettant de circuler librement ou de séjourner dans un endroit sans être inquiété, parallèlement la manne, qui était octroyée au moment du passage en douane, où le marchand chrétien recevait la délivrance de ce statut de protection qui le mettait directement sous l'autorité sultanienne et dont découlait l'ensemble des privilèges commerciaux consentis. On a également des attestations de paiement de taxes. Souvent, et surtout en terre d'islam, le marchand chrétien ne pouvait sortir du territoire sans avoir payé la taxe et posséder une attestation l'autorisant à embarquer. Alors, dans le monde biométrique du XXIe siècle, il est aisé de penser qu'il fallait prouver sa propre identité pour bénéficier des privilèges. Et on peut se demander comment les autorités faisaient correspondre un document avec identification et l'identité de son porteur. Car aucun réel enregistrement administratif pouvait alors permettre un processus complet d'identification. Néanmoins, on voit commencer à s'affirmer à cette époque les prémices de la documentation d'identité qui se forge à l'occasion des voyages marchands. Les documents officiels ne contenaient certes pas encore de description physique, mais la description de certains éléments
caractéristiques utilisées dans le cadre des échanges marchands pour identifier un interlocuteur inconnu. Donc, la couleur des vêtements et des accessoires était lue avec attention. D'autres signes d'identité pouvaient se référer à l'aspect physique à travers la description de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, de signes distinctifs sur le visage ou sur le corps, comme des cicatrices ou des marques sur la peau. En 1409, ah non, excusez-moi, je voulais vous montrer voilà, des beaux exemples qui sont conservés à l'Archivio Salviati, un sauf-conduit du Doge de Gênes, Giano di Campofregoso, pour les Salviati de Londres. Et ici, un très beau sauf-conduit avec le sceau du Doge de Venise, Francesco Foscari de 1449, donc tous les deux conservés à l'Archivio Salviati dans l'école normale supérieure de Pise. Donc ces signes distinctifs, on les retrouve dans la correspondance marchande. En 1409, à Valence, Cristofano di Bartolo put attester que le marchand Giglio de Amoroso était bien envoyé par son correspondant vénitien, Paoluccio, car dans la lettre que Paoluccio a confiée à Giglio et qui était scellée, il avait inclus une description d'éléments personnels tels ce grain de beauté sur la joue gauche près de l'œil permettant l'authentification de l'intermédiaire. Il dit ainsi, afin que vous connaissiez le dit Giglio, il est âgé d'environ 40 ans et a un grain de beauté sur la joue gauche près de l'œil, faite pour lui comme pour ma propre personne. L'origine du marchand était parfois précisée dans les lettres de citoyenneté octroyées dans les terres de la couronne d'Aragon ou dans les sauf-conduits royaux. Dans de tels documents, les sujets étaient généralement définis par leur occupation professionnelle et par leur citoyenneté. Pouvaient également figurer des informations supplémentaires pour préciser les lieux d'origine et de résidence, également le nom et l'origine du père et parfois de la mère. Le nom certifiait la crédibilité du groupe familial d'origine. Néanmoins, dans tous les cas, c'est le poids du protecteur qui avait octroyé le document qui était beaucoup plus important que le nom de celui qui l'avait alors en main. La marque du souverain ou des autorités qui avaient délivré le papier officiel, à travers les sceaux et les signatures, le rendaient authentique. Quelles étaient les conditions d'accueil sur place de ces marchands? Donc, une fois le voyage effectué, l'organisation sur place était liée à l'appartenance communautaire, sous la forme ou non d'une nation constituée, ce qui restait ce cadre nécessaire à toute activité économique en terre éloignée. Les marchands, installés en terres étrangères, formaient une petite communauté restreinte, traitant et s'associant à peu près exclusivement avec leurs concitoyens, et où chaque ville avait ses propres traditions commerciales. Les marchands expatriés tendaient donc à se regrouper en nations sur le principal critère de la provenance géographique, cherchant à acquérir ou à défendre des privilèges, étant reconnus par les autorités locales et dotés d'un statut. Ils faisaient front commun face aux difficultés et contribuaient au maintien d'une conscience et d'une identité à travers la présence d'un important groupe d'immigrants et sa concentration en un espace de résidence. La plupart du temps, la possession d'un funduk ou d'une loggia, sorte d'enclave en terre étrangère, accompagnait et marquait l'obtention d'une position privilégiée. Au Maghreb, par exemple, les marchands latins formaient une nation administrée par un consul et disposaient de leur propre funduk. Donc le funduk était un complexe d'habitation réuni autour d'une place avec des boutiques et des entrepôts, une église, un cimetière, un four, un lieu de réunion, le tout ceint de murs. L'accès au fundouk était ouvert le matin et fermé le soir, surveillé par un garde indigène qui ne laissait passer que les marchands du fundouk ou les personnes autorisées par le consul. Donc cette enclave territoriale permettait aux marchands de résider en terre étrangère avec une certaine autonomie juridique, sous la protection des autorités locales et du consul, et de pratiquer librement leur culte. Vous avez ici la description faite par Anselme Adorno du fundouk de Tunis. Donc, hors de la porte orientale de la cité, il décrit qu'il y a plusieurs fundouks des marchands chrétiens étrangers, génois, vénitiens, pisans, florentins et catalans. Donc, il les décrit comme des emplacements carrés, clos de murs, qui contiennent des logements et une seule entrée, où les marchands demeurent et peuvent se rendre au culte, donc une messe chaque jour célébrée dans l'église du Fundouk, bon, pour les Génois Saint-Laurent et pour les Vénitiens Sainte-Marie.
Donc, dans cette enceinte, la communauté expatriée pouvait s'organiser avec ses règles propres, dictées par la métropole, qui conservait sa souveraineté sur les sujets présents en terre étrangère. Pour gérer la communauté, la défendre et l'appuyer, se trouvait un interlocuteur reconnu, le consul, dont les compétences en matière de justice, civile et pénale, étaient définies à la suite des tractations diplomatiques. En terre chrétienne, dans les villes où les marchands s'établissaient, le centre de leur vie était le fondaco, hein, ou le comptoir. Si à Florence, il ne consistait qu'en une boutique, un fondaco à l'étranger comprenait à la fois le magasin, l'entrepôt, les bureaux et la maison d'habitation. C'est également le cas à Constantinople. Vous avez ici la description de la maison de Giovanni Maringhi à Constantinople d'après son inventaire après décès de 1508, où la maison, certainement en bois, était composée de 2 étages, un rez-de-chaussée qui comprenait sa chambre, la salle d'exposition, hein, le showroom, la chambre d'un de ses employés et une pièce à vivre, un premier étage avec une grande chambre et une cuisine, et un deuxième étage qui servait de dortoir pour les employés avec 7 chambres et une pièce à vivre. En plus, hein, la maison comportait un cellier et un grenier. La nation possédait en effet un rôle informel d'intermédiaire basé sur le pouvoir de la négociation. Les nations marchandes ont eu, comme je vous l'ai dit, un rôle politique indéniable. Au-delà de la sauvegarde de privilèges, de concessions et de la poursuite d'objectifs communs, elles cherchaient donc à développer ces relations privilégiées avec les pays d'accueil. Dans le cas des Florentins, à l'exception de Naples ou de Bruges, il n'y avait pas de nation constituée. La structure même des compagnies marchandes florentines, de très grande envergure, permettait aux marchands de traiter directement avec les autorités locales. Le rôle des grandes compagnies florentines était avant tout commercial, mais indéniablement politique et diplomatique. Les Peruzzi, à leur apogée, étaient présents à la cour de Naples, de Sicile, de France, d'Angleterre, de Flandre, ou encore hein, auprès du pape à Avignon. Une lettre de la compagnie Orlandini de Bruges, conservée dans le Fondatini des archives de Prato, confirme un accès direct au roi d'Angleterre. Il écrit en effet que lors de l'affrètement de navires catalans, hein, en s'associant avec 3 autres compagnies florentines, Giovanni Orlandini disait pouvoir s'occuper lui-même des sauf-conduits auprès du souverain d'Angleterre. À la fin du XVe siècle, Tommaso Portinari, qui dirigeait la filiale de Bruges des Médicis, était en contact direct avec les ducs de Bourgogne et sa carrière de marchand banquier prit également un tournant diplomatique. Donc il ne fait aucun doute que les grandes sociétés florentines étaient en contact avec les cours et les souverains des lieux qu'elles fréquentaient. Elles pouvaient être à même de négocier directement leurs privilèges avec les autorités. Au Maghreb, quelques éléments laissent à penser que les grandes compagnies florentines jouissaient d'une influence non négligeable à la cour du souverain Hafsid à Tunis. Ainsi, au printemps 1333, Venise fit appel à l'une des plus grandes compagnies toscanes de ce temps, les Acciaiuoli, pour négocier avec le sultan. Une négociation rétribuée pour obtenir ses privilèges. Il n'est ainsi pas rare de voir les marchands être chargés de tâches diplomatiques en raison de liens qu'ils tissaient avec les autorités locales. Dans certains cas, et bien entendu uniquement en terre chrétienne, les marchands pouvaient également prendre la citoyenneté de leur terre d'accueil. Le Florentin Zanobi Gaddi avait par exemple obtenu en 1384 le privilège de la citoyenneté vénitienne. Celui-ci lui accordait des bénéfices principalement d'ordre économique, hein, une réduction des droits de douane, la possibilité d'acquérir des titres publics et de pouvoir participer aux côtés des Vénitiens aux sociétés commerciales ou industrielles créées dans la ville. En contrepartie, le nouveau citoyen, obligé de résider à Venise, devait payer ses impôts et participer aux emprunts forcés. Il était par ailleurs assez facile d'obtenir la citoyenneté dans les États de la couronne d'Aragon, car en plus de l'honorabilité, de la domiciliation dans la ville depuis un certain temps et du paiement des taxes locales, la clause la plus importante consistait en la concession d'un drap d'or au souverain ou de son équivalent monétaire évalué à 50 florins, à renouveler chaque année à l'occasion des fêtes de Noël. Certains hommes d'affaires multipliaient même les citoyennetés pour pouvoir cumuler plusieurs avantages. Ainsi, Dino Rapon, dit marchand de Lucques, cumula 4 citoyennetés, celles de Lucques, de Venise, de Paris et de Bruges. Ce sont ces mécanismes politiques qui permettaient aux marchands de mieux s'insérer dans leur terre d'accueil. Néanmoins, ils formaient toujours une communauté fragile qui restait tributaire du contexte politique du moment.
et c'est le dernier point sur lequel je souhaiterais m'attarder, hein, les expulsions et les massacres, hein, des situations parfois critiques euh, auxquelles étaient confrontés les marchands. Les marchands florentins furent en effet rejetés de bien des endroits en raison de leur poids économique, hein, notamment au sein de la couronne d'Aragon. Un des griefs des marchands locaux était notamment lié au capital financier des marchands florentins, qui leur permettait le plus souvent, par exemple, hein, de ne pas attendre la tonte du mouton pour acheter la laine, mais d'acquérir la laine directement sur le mouton, court-circuitant ainsi tous les acheteurs locaux en accaparant la marchandise. De la seconde moitié du XIIIe siècle au début du XVe siècle, les marchands florentins, hein, italiens également, mais surtout florentins, ont ainsi été l'objet de décrets d'expulsion qui les chassaient de certaines villes, voire de l'intégralité des terres de la couronne d'Aragon. La situation se rétablissait en règle générale d'elle-même après un certain laps de temps. Par contre, les grandes compagnies d'affaires, hein, les plus importantes, ont toujours réussi à figurer sur la liste des hommes d'affaires à ne pas expulser lors de la promulgation de ces nouveaux décrets bénéficiant d'un sauf-conduit royal, hein. Il s'agissait en fait de graisser, hein, la patte du souverain pour figurer sur cette liste d'exemptés. Le rejet s'exprimait parfois de manière tragique en raison de facteurs politiques. Ainsi, à Paris, en mai 1418, les marchands florentins furent massacrés par le parti bourguignon en raison de leur fidélité au roi de France, hein. Ceux qui échappèrent au massacre et qui ne purent fuir furent emprisonnés. Nous en avons ce témoignage assez poignant, écrit dans un registre de comptes peu après les événements par Salvestro Manini, un Florentin résidant à Paris. Donc, je vais vous traduire son témoignage. Après avoir raconté dans ce livre comment se sont déroulés les faits de France, il me restait à écrire une grande cruauté, celle qui fut faite par les Bourguignons quand ils entrèrent à Paris, sous couvert de paix, le 24 mai 1418. Moi qui écris étais parti de Paris 15 jours plus tôt avec Goro Maccheroni. Dieu nous fit la grâce de ne pas y retourner, parce que nous serions morts, comme le furent d'autres Florentins, seulement parce qu'ils étaient du côté du roi de France et de Monseigneur le Dauphin son fils. À présent, je vais écrire tous les noms des Florentins qui se trouvaient alors à Paris. Tous ceux qui ont devant leur nom un M sont morts. La majeure partie des autres sont emprisonnés. Fin de citation. 17 des 37 Florentins résidant alors à Paris furent assassinés. Donc, en conclusion, on peut effectuer plusieurs constats. L'évolution politique et le changement des factions au pouvoir à Florence pouvaient mettre les marchands sur la route, hein. Et pas de manière individuelle, comme je vous l'ai dit. Il s'agit dans ce cas-là de familles entières, ce qui permettait aussi une réorganisation de leur réseau d'affaires. Aucun marchand ne pouvait circuler sans statut juridique reconnu dans le cadre de la nation, hein, qu'il en dépende directement ou qu'il y soit assimilé. Parfois, le statut de grande ampleur de certains marchands, notamment florentins, leur permettait un fort pouvoir de négociation et les mettait à l'abri, mais pouvait également les désigner comme cibles en cas de difficultés majeures. Et enfin, la multiplication des statuts juridiques et de leur diversité entraîna la nécessaire multiplication de documents administratifs concernant les marchandises et les personnes. Le voyage marchand pouvait durer. On voit des cas de marchands installés pendant très longtemps dans une terre étrangère. Mais dans quasiment tous les cas de figure que j'ai rencontrés, même s'ils faisaient l'effort de s'insérer et rester plusieurs décennies loin de leur cité d'origine, les voyages étaient toujours considérés comme temporaires. S'il y avait un départ, il y avait un retour. Les voyages faisaient partie intégrante de la vie des marchands, mais la plupart des employés, des associés des compagnies d'affaires qui étaient détachés en terre lointaine envisageaient un retour au pays, considérant leurs années de service à l'étranger comme provisoires et sachant qu'un jour, une nouvelle génération viendrait les relayer. Comme un reflet de cet état d'esprit, aucun membre de la compagnie d'Atinidite de Catalogne n'épousa de femmes issues de la population locale. C'est après plus de 10 ans passés entre Barcelone, Valence et Majorque que Luca del Serra, l'associé de Francesco d'Attini, rentra à Florence pour se marier. Acquérir la citoyenneté locale n'était pas non plus un vecteur d'intégration, puisque les motivations étaient d'ordre économique et politique. Vous avez ici le témoignage de Luca del Serra, qu'il dit, je me suis rendu l'autre jour à Sativa et les jurats m'ont fait citoyen pour 5 ans. Et là, je ne paie pas de péage. Et il dit, dans une autre lettre, je ne manquerai pas de t'envoyer la carte de citoyenneté, dont je fais peu de cas, hein, part pour les droits de la terre là-bas.
Donc, en fait, cette citoyenneté n'a pas de réelle importance à leurs yeux, leur permet pas de réelle insertion au sein de la communauté locale, mais est intéressante pour les avantages économiques qu'elle pouvait procurer. Donc, même si ces marchands acquéraient au fil des années une certaine familiarité avec leur ville d'accueil et son environnement, cela ne les déterminait pourtant pas à y rester définitivement. L'exemple des instructions testamentaires de Francesco Nalvini, membre de la Compagnie Salviati de Lyon, est à ce point très évocateur. Il espérait bien décéder à Florence et pouvoir y être enterré, mais dans le cas contraire, il exprimait souhaiter être inhumé dans l'église de la Nation florentine de Lyon, Notre-Dame de Confort, que vous voyez ici sur cette carte et qui n'existe plus. Vivre dans la ville ne signifiait pas pour autant s'y installer durablement et fonder une famille. Le retour était toujours envisagé et les liens avec la cité d'origine restaient très forts. Et je vous remercie pour votre attention. Et je vais remettre ça.